Comment stopper cette spirale meurtrière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? C'est à cette interrogation que nous allons tenter d'apporter des réponses dans ce débat. Et pour mener la réflexion, nous recevons pour vous le docteur Guy Yogo. Il est membre de la coordination du comité d'Itanier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Diasso. Nous disons également bonsoir à Monsieur Abdoulaye Bouena, qui est secrétaire général de l'association des ressortissants de Kelbo. Bonsoir, Madame. Alors, avant d'en arriver à ce qui ne va pas, chers invités, nous allons parler des victoires engrangées ça et là par les forces armées nationales. Il y a des points encourageants en ce qui concerne cette guerre contre le terrorisme qu'il faut bien sûr faire cas. Je fais sans doute allusion à cette riposte du détachement de Bozanga et ses opérations menées, notamment celle de Bourasso, les 26 et 27 mai, qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes. Alors, entendre ces nouvelles du front, la question elle est pour vous, Monsieur Yogo. Est-ce que cela vous redonne de l'espoir en ce qui concerne cette lutte? Nous saluons l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité sur tous les fronts. Et nous nous inclinons sur la mémoire des hommes et des femmes donc qui continuent de tomber dans les assauts des forces des groupes armés terroristes. Nous avons pleinement confiance à la mobilisation donc de notre peuple et nous pensons que en vérité il revient à l'ensemble donc des composantes donc de notre société de se mobiliser davantage pour être en communion avec nos forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble nous puissions continuer les marches victorieuses de l'éradication des groupes armés terroristes et de l'ensemble donc de leur soutien au sein de nos populations. Alors cette unité d'action autour des FDS, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est effective au Burkina? Merci, Madame. Je voudrais d'abord, au nom du président de l'association des ressortissants de la commune de Kelbo, vous remercier de tout ce que vous faites pour nous permettre de relayer les cris de détresse des populations de Kelbo par rapport à cette double crise humanitaire et sécuritaire. Alors, nous appelons de tous nos voeux cette solidarité derrière nos FDS, et que tout le monde donc se dresse comme un seul homme derrière nos FDS. Maintenant, il faut dire que certainement c'est aux autorités de créer les conditions nécessaires donc pour que tout le monde puisse parler d'une même voix, être solidaire et aller dans le même sens. Sinon, je pense que tout Burkinabé doit aujourd'hui appeler de tous ses voeux une solidarité quand on parle donc de cette crise sécuritaire. Merci. Mais attendre que l'élan vienne des autorités, est-ce que ça ne devrait pas plutôt venir de la population elle-même, du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, ce qu'on constate depuis le début de cette crise sécuritaire, justement, c'est que tout Burkinabé se dit derrière les FDS. Mais ça, c'est la chanson que tout l'acte suit justement voilà, ces paroles. Justement, ce que je suis en train de dire, c'est que nous pensons que pour que l'acte suive la parole derrière les FDS, pour que tous les Burkinabés puissent parler d'une même voix, dans cette crise sécuritaire-là, il faut forcément un leadership. Il faut forcément un leadership. Voilà pourquoi je parle des autorités, qu'ils puissent impulser ce rassemblement-là autour d'un idéal commun derrière nos FDS. Est-ce que ce leadership-là, actuellement, il est en place? Je suis au regret de dire que le leadership politique n'est pas en place pour mobiliser donc l'ensemble donc de notre peuple derrière ce combat contre le terrorisme. Vous voyez bien, Madame Diasso, cela fait déjà 7 ans. 7 ans que nos populations souffrent. 7 ans que des villages entiers sont vidés.
Et nous avons près de 2 millions de populations déplacées. 7 ans que plusieurs de nos communes sont totalement asphyxiées. Et nous pensons que 7 ans, sans que le leadership politique ne se mette en place pour galvaniser et mobiliser notre peuple, un peuple de 22 millions d'habitants, je pense qu'il y a un déficit énorme. Et cette crise de leadership politique, il est temps que les populations elles-mêmes, comme vous le demandez, puissent s'assumer. S'assumer parce qu'il revient donc aux populations de se doter du type de leadership et de responsabiliser ceux qui sont à même de conduire son destin et de construire la paix et de leur assurer la sécurité pleine et entière. Et ce leadership aujourd'hui, je suis obligé de le dire, il fait défaut. Il fait défaut et la crise, en dépit des victoires héroïques sur le champ de bataille de nos forces de défense et de sécurité, la crise s'aggrave et les conditions de vie de nos populations dans les contrées de ce terrorisme-là, les conditions de vie se dégradent chaque jour au point de la détresse. Alors, nous reviendrons justement, comme je le disais, sur ce qui ne va pas. Parlons de ces séries de distinctions auxquelles on a eu droit au cours de cette semaine. La croix du combattant qui a été décernée à des soldats de plusieurs unités ces derniers jours. Pour vous, est-ce que ce changement de paradigme pourra apporter du nouveau dans le cadre de ces actions? Merci, mais je pense que nous allons espérer que ce type d'actes et d'actions-là, en direction des FDS, pour montrer que l'État est reconnaissant à ceux qui se sacrifient tous les jours sur le terrain par rapport à la sécurité collective, ce type d'action puisse impulser, en fait, et donner un moral de fer à ceux qui sont sur le terrain. Nous espérons que c'est fait de façon indiscriminée, que c'est fait en direction de tous ceux qui se battent sur le terrain de façon volontaire. Nous pensons aux volontaires pour la défense de la patrie. La défense de la patrie, les VDP. Nous pensons aux FDS, bien sûr. Reconnaître le mérite de ces hommes, de leur vivant, c'est quelque chose qui avait été demandé par la population depuis longtemps. Absolument. Je pense, madame, que l'héroïsme des hommes et des femmes sur le terrain, sur les champs de bataille, est un héroïsme qui doit être salué, reconnu. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'appartiens à une génération qui a grandi et avec certaines mémoires fortes. Les gens de ma génération, quand on parlait du sergent Djilou Koussoubé, son nom était reconnu dans toutes les contrées du Burkina. C'était un nom célébré parce qu'il a été un héros durant la première guerre Mali-Burkina. Je crois que cela est extrêmement important pour nous, qu'il y ait cette fusion entre le peuple et son armée. Et pour qu'il y ait cette fusion entre le peuple et son armée, il faut aussi construire la vérité autour de ce conflit, la vérité de ce qui se passe, et de faire en sorte que, aujourd'hui, la confiance qui doit renaître, c'est d'abord une confiance entre le peuple et ses dirigeants. Autrement dit, la confiance entre le peuple et les forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain, c'est une confiance qui doit continuer de se renforcer dans la vérité de cette guerre pour qu'ensemble, nous puissions continuer donc de célébrer les héros qui nous vont nous conduire vers la victoire. Alors, rétablir la confiance entre les populations et l'armée, c'est sans doute un plaidoyer du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Nous recevons bien sûr son secrétaire général dans cette émission pour mener les échanges autour de la lutte contre le terrorisme. Daouda Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors, nous retenons que c'est quelque chose d'important, ce que vient d'évoquer le docteur Guy Yogo, rétablir la confiance entre l'armée et les populations. Oui, merci à docteur Guy Yogo qui m'a devancé sur ce volet.
c'est tellement important et déterminant et même urgent à aller dans ce sens parce que aujourd'hui, il y a un fossé entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Ça se constate et ça se lit sur le terrain. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les terroristes sont en train de gagner le territoire et sont en train de recruter en abondance? C'est parce que tout simplement, eux, ils agissent du point de vue sociologique, ils sont proches des populations et ils connaissent très bien les préoccupations des populations et ils jouent sur ça. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas l'impunité, quand ils disent qu'ils ne commettent pas des bavures, des exactions, et même quand ils tuent par erreur, ils viennent s'excuser. Pourtant, au niveau de nos éléments de force de défense et de sécurité, c'est vrai, il faut louer leur courage parce qu'ils se battent nuit et jour pour protéger nos populations civiles. Mais quand on enregistre des exécutions extrajudiciaires qui sont contre-productives, qui sont contre la loi républicaine, ça déshonore et ça entache un peu l'image de notre armée que nous devons soutenir aujourd'hui nuit et jour parce que faisant face à une adversité extrême. Voilà. Alors, ce que vous dites, est-ce que les terroristes ne jouent pas également sur la peur des populations? C'est un élément aussi très important. Oui, en fait, les terroristes, en fait, non seulement ils jouent sur le sentiment de peur, mais ils jouent aussi sur l'empathie. Vous savez qu'il y a des localités où des terroristes, ils arrivent clairement, ils disent, par exemple, je donne le témoignage d'un homme religieux qui a reçu les terroristes dans son église. On lui a demandé de se reconvertir à l'islam. Il a dit, lui, avec son âge, il ne peut pas se reconvertir à l'islam. Maintenant, les terroristes disent, ok, donc si c'est ça, tu fermes ton église et nous, on va prendre ta voiture. Ils ont pris la voiture, ils ont trouvé que les documents n'étaient pas à son nom, mais c'était le nom d'une femme. Ils demandent, mais pourquoi ce n'est pas ton nom? Et le pasteur dit que oui, en réalité, c'est pour ma grande sœur. Et c'est quand elle vient en congé qu'elle roule la voiture. Maintenant, quand elle voyage, elle me laisse la voiture. Le terroriste se dit non, si c'est comme ça, si c'est pour une femme, on ne prend pas la voiture. Donc vous voyez comment, en réalité, il joue un peu sur l'émotion, il joue sur le sentiment de peur, et il joue aussi sur le sentiment d'abandon. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui qui étaient, même avant l'avènement du terrorisme, qui étaient abandonnées par l'État burkinabé. N'en parlons pas aujourd'hui du terrorisme qui a vidé carrément l'administration de certaines zones du Burkina. Et donc, il fait qu'aujourd'hui, les populations sont abandonnées à la merci des groupes armés terroristes qui imposent leurs lois en disant « laisse la barbe, tu coupes le pantalon et tu pries les bras croisés. Et si tu te conformes à ça, tu n'es pas inquiété. » C'est voilà ce qu'ils disent clairement. Et si tu venais à être inquiété, peut-être que c'est suite à une opération militaire qui souvent fait une confusion en assimilant les populations qui sont toujours dans les zones occupées par les terroristes comme étant des complices. Pourtant, non, très souvent, ce n'est pas le cas. C'est des populations qui sont prises en otage par ces ennemis de la nation. Je reviens à vous, Abdoulaye Bouena. Pour aller sur la base de ce que vient de dire Daouda Diallo, on a vu tout de même qu'il y a des localités où les terroristes se sont attaqués à des populations civiles en commentant des véritables massacres. Il y a, les exemples sont légion, il y a Sol-An, il y en a plusieurs. Oui, et tout récemment, il y a la zone de Gorgadi, ensuite la zone de Madjouari. Et donc, on ne sait pas si ce sont des expéditions punitives pour se venger de la victoire des FDS à Bourzanga. Mais en tout cas, dans ces zones-là, les tueries ont été sans discrimination, sans discernement du tout. Et donc, personnellement, ce que je pense, c'est que... D'un point de vue officiel, le gouvernement dit que du côté de Madjouari, aucune victime n'a été retrouvée. Mais du côté de Gorgadji, c'est 11 victimes qui ont été retrouvées. Alors que pour les bilans que les populations donnent, du côté de Gorgadji, c'est autour d'une cinquantaine de décès. Même chose du côté de Madjouari. Bon, nous n'allons pas rentrer dans ces décomptes-là. Mais ce qui est sûr, des populations civiles ont été massacrées par ces terroristes-là. Ce que j'ai dit, personnellement, je pense simplement que le gouvernement manque d'engagement. Surtout quand je prends dans notre zone de Kelbo, où les VDP sont là depuis le début. Et les VDP, il faut avoir peur qu'à un moment donné, ils aient le sentiment d'avoir été entraînés dans une situation et abandonnés. Parce que si vous voyez Kelbo aujourd'hui,
les VDP sont là. Ça fait une année que le village n'a pas été ravitaillé et par camion. Donc les VDP comme les populations, ce sont des gens qui ont faim aujourd'hui. Hein, c'est la famine qui règne en maître. Et quand ils sortent à 15 km, puisque depuis les femmes et les enfants sortent, à 15 km du village, ils rencontrent les hommes armés qui les dépouillent de tout, hein, qui renvoient qui ils veulent renvoyer, qui laissent passer qui ils veulent laisser passer. Et les VDP, ils ne peuvent pas sortir, les personnes âgées ne peuvent pas sortir. Donc les VDP sont pris au piège. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipement pour faire face. Ils nous disent que ceux qui sont là, qu'ils rencontrent là, si eux-mêmes ils sont bien équipés, ils peuvent faire face. Mais ils n'ont pas les équipements nécessaires. Donc c'est comme si on les avait entraînés dans une situation et puis on les a laissés, comme dirait l'autre, en plein vol. Voilà. Il y a un truc que je vais dire. Allez-y. Si vous me permettez par rapport à ça. Il faut dire que non seulement il y a le manque d'engagement au niveau du décideur, mais aussi il y a aussi une exposition ou la sous-traitance de cette lutte-là avec les civils. Vous voyez, les VDP, c'est des civils qu'on a armés. Et depuis qu'on a armé ces populations civiles-là, aujourd'hui, de nos jours, on peut estimer qu'il y a plus de 1000 VDP qui ont péri dans cette affaire. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont sous-équipés, ils sont sous-entraînés et deuxièmement, ils sont la cible depuis 2020 des groupes armés terroristes. De telle sorte qu'il y a un démantèlement en cours de tous les villages qui comportent des VDP. Ça, c'est une triste réalité qu'il faut constater sur le terrain. Aujourd'hui, les villages qui ne comportent pas de VDP, parce qu'il y a des villages où les chefs coutumiers se sont opposés à l'installation des VDP. C'est des villages qui sont toujours en place. Les populations sont toujours ensemble. C'est vrai qu'ils reçoivent quelques incursions des terroristes, mais souvent ils sont de passage, ils viennent prêcher et puis ils partent. Mais partout où il y a des VDP, ça c'est très bien que c'est un village qui fait la cible, qui est ciblé fortement par les groupes armés terroristes. Et c'est un village qu'il aspire à démanteler. Et troisièmement, les ressortissants de ce village, quand ils dressent les checkpoints sur les axes routiers là, quand on prend la CNIB, on trouve que tu viens de ce village, le touriste te dit de te mettre de côté là parce que ton village comporte des VDP. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé où dans la sous-traitance, où on expose beaucoup plus les populations civiles, où les VDP meurent, où les civils meurent, ils font objet des représailles. Et pourtant, les VDP, la prise de cette loi, c'était dans le cadre de pouvoir appuyer justement les FDS parce qu'on estime que les VDP connaissent les zones dans lesquels ces villages sont installés. Donc, ils peuvent apporter un appui très important à l'armée, ce qui est d'ailleurs le cas, parce qu'il y a eu plusieurs sorties des opérations en soutien avec les VDP qui ont abouti à des résultats, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, madame, tout à fait. Je crois que sur la base des différents rapports officiels que nous avons des pouvoirs publics et même de l'armée, il ressort clairement que les auxiliaires de défense, donc ces VDP, semblent être abandonnés à leur propre sort. Alors, il pour est ajouter difficile quelque chose, oui. Je ne vous coupe pas. Oui. Le ministre de la Défense, lorsqu'il était à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, a apporté des précisions dans le cadre qu'ils sont en train de réfléchir à comment redynamiser cette loi-là. Madame, la réflexion se poursuit depuis des années. Et dans une guerre qui mérite un leadership conséquent, politique et militaire, c'est une affaire de jour. La vie des hommes armés, des VDP sur le terrain est pleinement aujourd'hui exposée par une incapacité de se défendre et de monter en puissance. C'est un fait. Et cela aggrave la détresse justement des populations, comme le dit si bien Dr Diallo. Je crois que nous n'allons pas aujourd'hui passer nos temps à discuter dans des institutions à longueur de journée, des assemblées nationales, des assemblées législatives transitoires, pendant que ces VDP eux-mêmes, à tout moment, ont retransmis comment ils peuvent être formés, comment ils peuvent être équipés. Et il est indécent aujourd'hui de voir que les priorités des gouvernants, c'est de prendre des décrets
pour réaménager et rehausser les salaires des ministres, pour fixer les salaires des représentants, entre guillemets, du peuple, pendant que on réfléchit toujours pour même accorder 20 000 francs CFA à un VDP. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est indécent. C'est indécent et ça affecte aujourd'hui la moralité qui est autour de ce combat contre le terrorisme. C'est pourquoi je disais tantôt que la vérité doit être dite et connue pour que le peuple lui-même décide de ce qu'il y a à faire autour de cette guerre. Les populations ont longtemps souffert et cela est devenu totalement inadmissible. Et la victoire contre le terrorisme, je m'excuse, ne doit pas être faite autour du décompte macabre du nombre de terroristes battus ou tués. Cela doit se comporter autour du nombre de vies de nos compatriotes, du nombre de vies reconstruites, du nombre de villages pacifiés, du nombre de villages où les services sociaux de base et le retour de l'État est effectif. C'est les seuls indicateurs possibles d'une victoire contre le terrorisme. Autrement dit, la force du terrorisme dans sa définition primaire, c'est de s'aimer la terreur. Et si un État n'est pas en mesure d'arrêter la terreur, ça devient justement un État défaillant. Il y a un élément qui a... Permettez que je lui adresse cette question. N'est-ce pas le fait qu'on veut que cette guerre se prenne fin rapidement, qu'on n'arrive pas à justement tenir compte de ces victoires d'étape, si je peux le dire ainsi? Madame, nous disons que nous saluons vraiment le combat héroïque de nos FDS. Mais beaucoup plus que les évidences qui se présentent à nous, les FDS eux-mêmes se sentent exposés par une stratégie qui peine à se voir jour et qui est suffisamment conséquente. Je le dis parce que même avec l'avènement du MPSR, la question de la lutte contre le terrorisme a été portée au devant comme une justification du changement de pouvoir. Ce qui veut dire que de façon centrale, il se pose une question de stratégie militaire qui fait la victoire de nos FDS. Et aujourd'hui, il est encore temps de se demander comment se fait-il que sur le mode opératoire, répétition après répétition, des FDS sont attaqués de la même façon et succombent de la même façon. Il y a des questions qui se posent. Donc, il n'est pas question aujourd'hui pour nous de comptabiliser des victoires d'étape, mais de commencer à nous poser la question sur l'intelligence de la stratégie militaire et politique qui est en place pour vaincre le terrorisme. Et cette donne devient un débat que, au niveau du forum d'Idanié, nous souhaitons l'amener de façon publique afin que les couches sociales, les populations en détresse, les cris de cœur qui viennent un peu de partout, qu'ensemble on puisse venir et véritablement réfléchir sur cette question parce que le Burkina mérite mieux. Daouda Diallo. Oui, en fait, je reviens pour vous dire que on est dans une situation où les populations civiles sont abandonnées, sont banalisées. Je vous explique. Je me rappelle une fois, le ministre de l'administration territoriale, Clément Pegrewendet Sawadogo, il dit oui, que la lutte contre le terrorisme, ça avance, et parce que si vous constatez, on ne s'attaque plus aux forces de défense et de sécurité, mais c'est seulement les terroristes s'abattent maintenant sur les populations civiles. Ce jour-là, ça m'a tellement choqué qu'en réalité, pour lui, le baromètre, quand on s'attaque aux populations civiles, c'est un signe de victoire. Ce qui est extrêmement grave. Parce que le soldat a été recruté, formé, outillé pour faire face à l'adversité. Et quand il va en guerre, en réalité, il faut juste l'équiper pour qu'il protège, parce que c'est sa mission. Mais les populations civiles, il faut les protéger à tout coup. Maintenant, pour revenir sur la question des populations civiles engagées comme VDP, c'est des gens qu'on a livrés à l'abattoir. Ça, je veux vous le dire. C'est vrai que nous, en son temps, on avait attiré l'attention,
Mais la loi a été dévoyée. Alors, est-ce que c'est parce que la loi de dire que c'est des gens livrés à l'abattoir oui, du moment où ils sont tout de même équipés, bien que ce ne soit pas forcément conséquent. Même les FDS déplorent le fait que leurs équipements n'est pas conséquent. Je vous explique très clairement. Je vous explique très clairement sur cette question. Partout dans le monde, quand un pays est attaqué, est en guerre, c'est sûr, on va faire recours aux populations civiles. Mais c'est la manière de recruter ces populations civiles, de les enrôler et de les traiter, c'est ça qui diffère avec le Burkina Faso. Pour le cas de Burkina Faso, c'est une loi lumineuse qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, bien que ça comportait des pièges, mais qui a été dévoyée complètement sur le terrain. Je vais vous dire, aucun élément de la loi en termes de conditions de recrutement, de formation et de missions qu'il faut mettre en œuvre sur le terrain n'a été respecté. Les politiciens opportunistes ont pris en otage la loi, ils sont allés, ils ont recruté leurs amis, leurs complices politiques qu'ils ont enrôlés comme VDP pour régler leurs comptes, non seulement à des adversaires politiques, vous avez des preuves de ce que je vous dis qu'on a des preuves sur ça. Je vous dis, c'est des gens, c'est ça qui a constitué un facteur d'aggravation même du conflit et même du refus d'adhésion au VDP. Aujourd'hui, la question de VDP divise les Burkinabés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas la loi qui a été respectée. Si la loi avait été respectée, je vous dis, tous les Burkinabés allaient soutenir et allaient se tenir debout aux côtés de ces VDP. Mais non, c'est pas ça. Bon. Je voulais répondre un peu. Bon, en tout cas, ce qui concerne notre commune... Est-ce que la question des VDP divise les Burkinabés? Non. En tout cas, en ce qui concerne notre commune, la question des VDP ne divise pas. Et si la commune est encore là, le détachement est là, c'est vrai, mais le détachement... Permettez qu'il poursuive. Que je termine. Le détachement est là, mais si les VDP n'étaient pas là, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la commune allait tenir. Et ce n'est pas la seule commune qui subit la même situation. Donc les VDP ont été d'un apport très important dans cette lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un fait. Et maintenant, quand je reviens à la question du soutien populaire à l'armée, et on parlait donc de stratégie, en réalité, les gens sont en train d'observer. C'est-à-dire que pour un citoyen lambda comme moi, on ne peut pas comprendre qu'on fasse une année et puis une armée ne peut pas prendre 50 km de route. Personne ne peut comprendre ça. Et après ça, vous ne pouvez pas avoir le soutien d'une population. Moi, je disais à mes parents, si moi je suis ministre de la Défense, en une semaine, je viens là-bas, avec l'armée. Donc, ce n'est pas mon pays. Pas la route. Pas la route, bien sûr. Moi, je ne vais pas laisser des gens en Guinée qui sont sur la route avec je ne sais quoi, m'empêcher de prendre ma route pendant une année. Alors que je suis un pays... Est-ce que ce n'est pas minimiser les risques en Occident Non, ici? on ne minimise pas. Mais en réalité, si vous regardez, le Niger est beaucoup plus grand que le Burkina. Au moins 1 million de kilomètres carrés de plus. Mais est-ce que vous avez entendu que les villages nigériens là se déplacent? Il y a des déplacés en masse qu'on ne peut pas remettre là-bas. Écoutez, quand les villages se déplacent au Niger, c'est un événement. Est-ce qu'on peut calquer les mêmes situations du Burkina au Niger? Comparaison n'est pas raison. Mais très sincèrement, quand vous voyez les villages qui se déplacent en masse en une semaine, Madjouari, Tambarga, partout, Foubé qui est à côté de Senou, qui est venu à Pansa, les populations sont arrivées, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de logis, il n'y a rien. C'est une crise humanitaire. Quand vous regardez ça, vous vous demandez, est-ce qu'il y a un capitaine dans le bateau? Alors, j'aimerais revenir à vous, Daouda Diallo. Au cours de votre sortie médiatique vendredi, vous avez pris à partie, en quelque sorte, l'armée ou que vous accusez d'exactions sommaires. Voilà, la question, elle est, comment est-ce que vous arrivez à réunir les informations, justement, de ces différents faits que vous listez? Oui, c'est très simple. Mais permettez-moi de dire quelque chose sur la question du Niger. Le Burkina peut s'inspirer du Niger. Le Niger fait 5 fois le Burkina, en termes de superficie, et en termes de population aussi, il est fortement plus démographique que le Burkina Faso. Et troisièmement, le Niger n'a pas utilisé des civils armés sur le terrain. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut retenir. Pourquoi le Burkina présente 2 millions de déplacés pendant que le Niger présente moins de 300 000 de déplacés? Donc pour moi je me dis, en fait, l'utilisation des civils
Je suis parfaitement d'accord que partout, on va impliquer les civils. Prenez par exemple l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a les conscrits, on fait appel et autres. Mais je vous dis, c'est la mise en œuvre qui a été pervertie, qui a exclu certains Burkinabés, qui a poussé les Burkinabés à s'affronter. Et donc, en plus du terrorisme que nous vivons au Burkina Faso, c'est le conflit communautaire qui est en train de détruire notre pays. Et donc, moi, j'interpelle qui de droit. Et tous ceux qui aiment ce pays-là, à vraiment réfléchir, approfondir la réflexion sur pourquoi les villages qui n'ont pas de civils impliqués dans le conflit sont toujours en place. Il faut que les Burkinabés se posent cette bonne question pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut ajuster. Maintenant, vous dites que, je reviens à votre question pour dire qu'on a pris à partir certains éléments de l'armée, parce que nous, on ne s'attaque pas à toute l'armée, on s'attaque à certains éléments qui s'illustrent par des exécutions extrajudiciaires. Et ça, c'est très simple. Quand vous prenez des populations civiles, sur le terrain où ces ailes, elles sont désarmées, elles ne présentent pas un danger pour l'armée ou pour ceux qui les ont arrêtés, et vous les exécutez devant leurs propres parents ou devant d'autres populations, c'est une exécution extrajudiciaire. Et ce n'est pas conforme à la loi burkinabé parce que la peine de mort a été abolie pour les tribunaux de droit commun. Et ce sont ces témoins qui vous rapportent ces faits? Non, bien sûr. Ceux qui ont vu leurs parents, les femmes qui ont vu leur mari tué devant elles pour suspicion de terrorisme, elles ne peuvent pas ne pas se plaindre. Et ce n'est pas aussi que seulement. Vous avez remarqué que le MBHP vient de faire un communiqué sur les cas également sur la situation. Donc pour dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on indexe certains éléments de forces de défense et de sécurité qu'il faut banaliser. Parce que dans ce pays-là, rien qu'en 2011, on a vu certains éléments de forces de défense et de sécurité qui ont violé des femmes ici lors des mutineries, qui ont pillé des boutiques. Donc ça veut dire qu'il y a des individus de moralité douteuse en leur sein. Et c'est à eux que nous on s'attaque. On ne s'attaque pas de ceux qui sont de grandes valeurs, qui ont des principes républicains. Non. Eux, on loue leur courage. On loue leur bravoure. On appelle les populations à collaborer avec ces gens-là. Mais pour tous ceux qui s'illustrent avec les exécutions extrajudiciaires, ça aggrave le terrorisme. Alors, voilà. La question, elle est pour Monsieur Hugo. Il vient d'évoquer quelque chose d'important dont j'aimerais qu'on en parle. Le fait qu'il n'y a pas, les zones où il n'y a pas de VDP sont des zones plus ou moins sécurisées par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce que pour beaucoup, pour certains en tout cas, ceux où les VDP n'arrivent pas à se constituer sont souvent des zones qui sont sous influence terroriste. Non, je pense, madame, que cette explication est logique. Mais avant de donner la logique que je vois derrière ce fait, je voudrais d'abord dire qu'en 7 ans de lutte contre le terrorisme, le modèle patriotique de cette lutte, c'est le VDP Yoro. Je crois quand même que pour un pays qui a 62 ans d'indépendance, qui a une armée nationale constituée, qui, dans sa vie politique des 62 ans, a eu près de 50 ans de direction militaire, et que ce pays soit en guerre, la plus grosse guerre qui fracture son pays et sa société, et que le héros de guerre soit un civil, un VDP. Cela invite à nous interroger sur le type d'armée que nous avons et le type d'armée que nous devons construire. Cela nous invite à nous poser la question qu'entre une école de guerre en France et une école de guerre dans le Nord que Yoro a fréquenté, laquelle école produit l'officier patriote qu'il faut pour notre pays? Alors n'oublie pas qu'il y a des centaines de FDS qui sont tombés quand même. Je ne dis pas que des FDS ne sont pas tombés. J'ai salué le héroïsme de nos FDS et j'ai salué la mémoire de tous les combattants des forces de défense et de sécurité qui sont tombés honorablement pour la défense de la patrie. Mais je dis aujourd'hui que dans la conscience populaire et dans la conscience nationale, aller n'importe où
et demandez qui est le héros de cette lutte contre le terrorisme à cette date, le nom de Yoro apparaîtra en premier. Ça pose une question fondamentale pour notre pays. Pour dire quel est le type d'armée patriotique et populaire que nous pouvons construire pour la défendre à tout moment. C'est pourquoi nous devons aussi avoir le courage de dire que l'approche VDP est une approche insuffisante pour un peuple en armes pour sa défense. C'est en cela que si vous prenez un village et vous allez recruter 10 VDP dans une commune ou dans un village, vous les armez d'une Kalachnikov et de quelques munitions, alors vous les exposez à la furie des groupes armés terroristes. C'est ce qui explique que les villages qui n'ont pas de VDP et qui n'ont jamais vu la présence de leur armée nationale, ces villages qui semblent être en paix sont en vérité des villages réduits. C'est des villages dans lesquels l'impulsion politique des terroristes a pris le dessus et gouverne. Les populations ont donc échangé leur vie pour la paix, fut-elle une paix gouvernée par les forces armées terroristes. Voilà la logique. Oui, en fait, je disais que c'était une... Alors, on ne va pas trop s'éterniser sur le sujet des VDP, nous allons évoluer. Oui. Non, c'était pour dire simplement que cette paix, avec les villages sans VDP, là, c'est une paix vraiment très fragile. Parce qu'effectivement, on connaît des villages qui n'ont pas de VDP et effectivement, qui ont accepté les consignes des terroristes qui ne sont pas attaqués, mais c'est vraiment instable. Puisqu'à tout moment, ils viennent vérifier si vous respectez, ils viennent vérifier si un militaire n'est pas passé, ils viennent vérifier si votre enfant n'est pas allé informer de l'autre côté. Donc, c'est une paix instable. Donc, ça aussi, je ne suis pas sûr que c'est la solution. Alors, nous allons aborder donc le thème de cette émission est comment sortir de cette spirale meurtrière qui étouffe le Burkina depuis bientôt 7 ans. Alors, au niveau du CIS, quelles sont vos propositions? Okay, merci. C'est parce que on a des experts militaires au Burkina Faso, déjà, sûrement. Je pense qu'ils ont élaboré la fracture communautaire. Vous avez évoqué une crise communautaire qui est en place. Oui. Alors, pour résoudre justement, pour commencer cette crise communautaire. En fait, pour résoudre cette crise communautaire, il faut des initiatives de dialogue et de médiation dans les villages. Et il faut que les gens se parlent. Aujourd'hui, dans les villages, les gens ont besoin de se parler. Alors, lorsque vous parlez de dialogue, cela me renvoie à le gouvernement qui a initié des dialogues avec, oui, je pense que c'est très bien vu. Avec les combattants qui veulent déposer les armes. Non, moi, je ne parle pas des combattants. Je parle... Il faut saluer déjà l'idée, le courage politique que le gouvernement a eu en engageant cette dynamique. Parce que nous, dans nos tournées, parce que moi j'ai fait beaucoup le terrain, j'ai vu jusqu'à quel point les populations ont besoin de se parler. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, quand les populations s'affrontent entre elles, et après elles deviennent déplacées, quand elles se retrouvent sur le sud des déplacés, elles sont solidaires. Ça montre que, quand même, que c'est le terroriste qui a tendu le piège pour monter les populations les unes contre les autres, et finalement, ça crée problème et sont déplacées. Et sur le site des déplacés, tu ne vas pas voir une grande différence entre elles. Elles collaborent, elles cohabitent et s'entraident. Qu'est-ce qui se passe? Quand on donne une opportunité, je prends pour le cas par exemple de Guibo et de Tiout, mais quand les populations s'asseyent ensemble, elles parlent, elles pleurent et se disent la vérité. Je prends pour le cas de Tiout, où les terroristes, dans leur délégation, qu'est-ce qu'ils disent lors de la rencontre organisée et pilotée par le maire adjoint, qu'il faut féliciter davantage Ouedraogo Adama. Les négociations qui ont d'ailleurs échoué puisque non, les écoute très bien. Pourquoi ça va? Je vais vous dire, quand on m'a dit que ça a été violé, ça a échoué là, posez-vous la question, qui a été en premier à violer l'accord? Et qui est-ce donc? Généralement, c'est l'acteur étatique qui viole l'accord. Je prends le dernier cas à Guibo par exemple. Quand il y a eu
sur l'instruction étatique, le dialogue a été conduit et il y a eu un compromis avec ceux qui se sont mis à dos la République. Ils ont dit, OK, on a compris votre message, donc donnez-nous 72 heures pour déminer le terrain, et ceci, nous on libère les villages, les populations maintenant peuvent vaquer à leurs occupations. Les populations qui se sont hasardées le lendemain, le 21 avril 2022, là, qui sont venues au marché de Kibo, là, elles ont été arrêtées, tuées. Par qui? Par l'acteur étatique, parce que le commandant du détachement là-bas a laissé sortir les VDP qui ont pris les populations civiles, les ont tués, au moins 18 personnes. Alors ce sont des accusations graves. Est-ce que vous avez non, les preuves de ce que vous avancez? C'est des VDP, c'est des VDP, ça c'est clair. Les dialogues, parce que nous, je vous dis, nous sommes des acteurs, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur le terrain. Nous, ce n'est pas les cartographies idéalistes qui sont dessinées en stratégie, non. On donne les éléments terrain pour que le décideur s'approprie vraiment des vrais éléments pour décider. Pourquoi? Quand vous enclenchez une initiative de dialogue, ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Ayez le courage de donner quand même, de tenir parole. Parce que c'est le même comportement qui a détruit les Tiou. Et beaucoup d'autres localités au Burkina. Les accords de Tiou. Oui. Donc, je vous dis aujourd'hui, il faut voir le discours du gouvernement qui dit on veut le dialogue, on veut la médiation, mais après, on fait marche arrière, on dit on ne négocie pas. Mais finalement, on fait quoi? Non, ça a été clair. On ne négocie pas. Ceux qui veulent déposer les armes, on dialogue avec eux, mais ceux qui ne le veulent pas, non, le discours même dit que ce n'est pas l'État qui le souhaite, mais c'est les groupes armés terroristes. Depuis quand dans un État, on laisse l'initiative aux groupes armés terroristes? Pourquoi on laisse l'initiative aux groupes armés terroristes? Ça même, ça me dérange d'entendre ça d'un leader politique qui dit que l'initiative vient des groupes armés terroristes. Non, c'est l'État qui doit dicter la marche à suivre. Et on échange et on avance maintenant progressivement pour voir comment reconstruire le tissu social. Guy Hugo, vous êtes du même avis? Je crois que la question de départ et d'ensemble est que c'est comment sortir de ce bourbier. Absolument. De ce bourbier où nous avons des groupes armés terroristes qui aggravent les fractures sociales et la cohésion communautaire au sein de notre pays. Je crois que nous devons avoir le courage de dire qu'il y a une crise de leadership politique au Burkina. Et aussi longtemps que cette crise de leadership politique ne sera pas amendée, il sera difficile d'aller vers la victoire et l'éradication du terrorisme et la consolidation, le renforcement de la cohésion sociale. C'est pourquoi je pense, madame, que vous posez une grande question qui ne pourra pas être épuisée au cours de notre émission. Absolument. Et déjà, on peut avoir des prémices. Des prémices. Et je vous annonce un peu l'allure un peu que nous, en tant que Forum Didanier, nous souhaitons engager avec toutes les composantes de notre société cette réflexion pour qu'ensemble, nous puissions avoir le Burkina Faso de nos rêves. Pourquoi ce Burkina Faso n'est pas le Burkina Faso de nos rêves? Parce que ce Burkina Faso qui est né en 1960, officiellement, est un Burkina Faso qui n'a pas été suffisamment construit par les Burkinabés. Il nous faut donc revoir quel est le contrat social, le pacte social, que l'ensemble des composantes de notre peuple, et ces composantes sont énormes, peuvent se retrouver, décider du contrat social, du pacte social, avant que nous puissions ériger les institutions de gouvernance qu'il faut pour le faire. Et le premier maillon de cette gouvernance, c'est la remise en cause de l'État jacobin. Cet État national, supranational, qui est incapable et qui refuse que le génie créateur de nos communautés à la base puisse réellement s'autodéterminer elle-même et se gouverner
dans un ensemble que nous allons maintenant constituer par nous-mêmes qui s'appellera Burkina Faso. Je le dis parce que la vérité autour de ce terrorisme, madame, je m'excuse d'être long là-dessus, invite que des filles et des fils du Burkina ont pris des armes. Mais ils ont pris les armes contre qui? Quand je vois des éléments terroristes abattus ou arrêtés, qui ont 20 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés en 2020, en l'an 2000. Et donc, à l'an 2021-22, nous n'avons pas été à mesure de les intégrer dans notre Burkina Faso, au point qu'ils prennent des armes contre leur propre patrie. Il y a une question fondamentale à ce niveau. Alors, les facteurs sont multiples. Les facteurs sont multiples, madame. Mais je pense qu'il est de la responsabilité des leaders, de notre leadership politique, de se remettre en cause pour que le peuple puisse enfin le construire. Je vous donne 2 exemples. Quand aujourd'hui, nous manifestons contre la vie chère et que le prix du pain qui passe à 200 entraîne automatiquement la mise en place de commissions de pourparlers pour que nous le ramenions à 150 francs. C'est bien, c'est la vie chère. Mais c'est une vie chère pour ceux qui ont le pouvoir d'achat de payer la miche de pain à 150. Si cette même miche de pain était proposée à 25 francs, il y a des millions de Burkinabés qui ne seraient pas à mesure de la payer. Voilà la fracture qui nous éloigne et qui complique la construction de notre patrie. Et qui invite... La fracture sociale ne date pas de maintenant. Si, elle ne date pas de maintenant. Et c'est ça, son accumulation justement depuis les années 60 et le fait qu'ils n'ont pas été à mesure de résoudre ces questions qui aujourd'hui émergent et nous posent de nouveaux défis. Madame, nous avons 2 millions de personnes déplacées. 2 millions de personnes. Beaucoup de milliers d'enfants vont dormir encore sous des arbres, sous la pluie. Pendant ce temps, d'autres iront dormir la conscience tranquille sous leur toit. Je pense que ça doit interroger chacun de nous si nous appartenons à la même patrie. Madame, je vais plus loin. Excusez-moi. Le dernier point, s'il vous plaît. Le dernier point. Allez-y. Il faut que les leaders gouvernent par l'exemple. Je vous dis, à plusieurs reprises, vous avez dit, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? Ce qui est très important. Ce qui est très important. Oui. Mais je dis, il faut que des leaders gouvernent par l'exemple parce que les nouvelles qui sortent et qui envahissent nos communautés n'ont pas souvent besoin de preuves, mais de dire qu'on a retrouvé, pendant que le peuple se meurt, pendant que nous avons des populations déplacées, des rumeurs courent la ville et le pays, que des ministres ont le temps d'aller s'amuser dans des boîtes de nuit. Vous voyez, c'est la gouvernance par l'exemple qui va ressouder notre peuple pour que nous puissions tous aller dans le même sacrifice, dans le même patriotisme pour ressouder. Alors, les ministres en boîte de nuit, c'est sous la transition? C'est un fait nouveau? Oui, madame. Vous avez les preuves? Oui, madame. Abdoulaye Bouena. Merci. Et moi, je vais d'abord sur les urgences parce que chez nous, c'est ça. Et nous, on vit une crise humanitaire. Nous, on vit la faim. Les populations sont bloquées. Ils n'ont pas à manger. Aucun camion ne peut les ravitailler. Donc, c'est ça, c'est l'urgence d'abord. Comment on fait pour empêcher ces populations-là de mourir de faim? Et c'est sur ça que je disais que ça fait 50 km qu'il faut faire, qu'il faut sécuriser. Il faut sécuriser les camions sur 50 km pour aller ravitailler ce village-là. Et ça fait 1 année que ce n'est pas fait. Et c'est ça qu'on ne comprend pas du tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. L'armée qui est là-bas vit la même situation que les populations. En fait, ils sont ensemble là-bas. Ils se rendent visite. Et chaque fois qu'il y a l'hélicoptère qui vient avec un peu de nourriture, ils se partagent avec les populations. Donc, l'armée qui est là-bas vit la même situation que les populations. Donc, et ça, au moins, il faut saluer. Mais ils sont dans une crise humanitaire. Et nous, on demande que ça soit débloqué
Il y a l'hivernage qui s'installe. Si les routes sont encore inondées, ça va encore être plus difficile. Donc ça, c'est l'urgence. Maintenant, comment faire pour régler la situation de façon plus durable? Bon, les négociations, sincèrement, moi, je ne vois pas du tout le pays s'en sortir avec ce type de négociations. C'est-à-dire des terroristes qui viennent dire, pour qu'on s'entende là, il faut que les gens coupent les pantalons, il faut qu'ils laissent la barbe, et il faut que, voilà, les FDS nous laissent faire ci, nous laissent faire ça. Je pense que pour le moment, est-ce qu'il y a des conditions qui ont été établies? Si, dans les négociations de Guibo, c'est ce qui est ressorti. C'est ce qui est ressorti. Pour que Guibo soit un peu paisible, il faut que les populations fassent ça. Ça, c'est compliqué. Ça, je pense qu'un État ne peut pas s'engager sur un chemin comme ça. Maintenant, je termine en disant que, en tout cas pour l'avenir, moi personnellement, je pense qu'un État doit avoir les moyens de sa politique. C'est-à-dire une bonne direction et des équipements nécessaires. Ça, c'est au moins, on parle de dissuasion, même au niveau international. Si un État ne peut pas avoir l'équipement nécessaire qui dissuade n'importe quel bandit de se lever contre cet État, ça pose des problèmes. Alors, je reviens encore sur les propos du ministre de la Défense à l'Assemblée nationale qui annonçait que des actions sont en cours justement pour équiper davantage les FDS. C'est une bonne nouvelle. Si on a des hélicoptères de combat, on a des blindés, hein, on a des armes collectives, on a suffisamment d'équipements pour les FDS et les BDP, je pense que ça va donner un plus à cette lutte contre l'insécurité. Oui, allez-y. Ok, merci. Permettez-moi, parlant des FDS, quand même il y a un corps, il nous revient beaucoup d'éléments d'information par rapport à leur vraiment illustration sur le terrain, à savoir les éléments de la police. Plusieurs fois, on s'est rendu compte que quand c'est la police qui est concernée, vraiment, ils sont très bien professionnels, ils respectent le droit, ils respectent le processus de la présomption d'innocence, ils mettent les enquêtes et libèrent ceux pour qui ils ne trouvent pas des éléments. Je sais que la gendarmerie fait la même chose, mais la police s'illustre beaucoup plus sur cette question et je souhaiterais que tous les différents corps puissent aussi emboîter le pas. Deuxièmement, parlant des propositions concrètes, d'abord, moi je vais aller en termes d'axes. Il y a l'axe justice et droits humains, comme je suis un acteur de droits humains. D'abord, il faut vider les dossiers qui divisent les Burkinabés. Il y a des dossiers comme Yirgou, Ban Kain, qui divisent les Burkinabés. Quand vous prenez Tamalbougou, Barga, il y en a beaucoup qui divisent les Burkinabés. Pourquoi ne pas vider ces dossiers quand on sait très bien que pour l'instruction populaire, on a pris des dispositions spécifiques pour évacuer ce dossier. Donc, en dehors de ça, il faut vraiment bannir de nos actions les exécutions extrajudiciaires qui contribuent à radicaliser les populations civiles. Et troisièmement, par rapport à l'autre axe que je vais aborder, l'axe de dialogue et de médiation, j'insiste très bien là-dessus. Il faut qu'il y ait une très bonne articulation et que le gouvernement ait le leadership sur ça. Parce que ce n'est pas partout que c'est le terrorisme qui fragilise le Burkina. Il y a des villages qui sont détruits aujourd'hui à cause des conflits intercommunautaires. Et pour ces villages, ne serait que si on arrivait à récupérer ces villages, on va apaiser beaucoup la situation et certaines populations vont répartir ces ailes tranquillement. Maintenant, concernant ce volet-là, il faut tenir parole. Le gouvernement vraiment doit tenir parole. Partout où l'acteur étatique prend un engagement, qu'il tienne parole. Maintenant, l'option militaire, c'est clair, l'axe militaire, là, c'est contre les plus radicaux, comme le président de Faso l'a dit. Voilà, et les plus radicaux qui ne veulent écouter personne, qui veulent partitionner le territoire, ça c'est des questions non négociables, qui veulent imposer l'islam, un type d'islam. C'est un type d'islam qu'ils veulent imposer, même si les gens n'ont pas le courage de l'aborder jusqu'à présent. Je pense que tôt ou tard, les gens vont aborder cette question. C'est un type d'islam qui est imposé sur le terrain. Et pour ceux qui emboîtent ce pas-là, ils ne sont pas inquiétés. Voilà, donc moi je dis tout simplement, ayons le courage et vraiment engageons-nous. Et moi je pense que sincèrement, on peut, si on venait à arrêter, à minimiser les conflits intercommunautaires,
à minimiser les exécutions extrajudiciaires à 50% sur les populations civiles peuvent repartir ces aides. Alors que les personnes déplacées internes puissent regagner leur localité et surtout de manière sécurisée, c'est, je le suppose, le vœu de tous autour de cette table. Nous sommes au terme de ce débat, fidèles téléspectateurs. Merci à tous, très chers invités, pour vos différents apports à ce débat, axé autour de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Nous poursuivons avec la rubrique « Ils ont dit ». Premier jour du pouvoir des lieutenants-colonels, des Burkinabés déboussolés se demandent s'ils n'ont pas abandonné le choléra pour la peste. L'ennemi n'est supérieur nullement à nous. L'ennemi, ils ont certainement des ressources humaines, des ressources matérielles, ils ont certainement des appuis, mais ils ne peuvent pas être supérieurs à un pays qui se met ensemble. Nous sommes des gars élégants. Nous sommes des gars normaux. Nous sommes des gars, nous n'allons pas surfer sur des cadavres, nous n'avons pas surfé sur des situations, sur la détresse des Burkinabés pour nous le faire, comment dirais-je, une image. Non. Bien au contraire, nous prions et nous souhaitons que le peuple burkinabé puisse venir à bout du terrorisme. Sinon, on a la possibilité. Quand nous, on était au pouvoir, des gens ont surfé sur les attaques, les morts, par des photos, par des chiffres. Mais le MPP est une émanation du peuple. La force du changement, ce sont les idées. Et la preuve, chaque fois qu'un régime politique arrive sans idée au pouvoir, il échoue. Ou bien il passe son temps à se partager l'argent, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre valeur que le matériel, quand on n'a pas d'idée. Pour ceux qui ont perdu du matériel, c'est-à-dire dont des motos ont été enlevés, des maisons ont été saccagées, il y a eu une prise en charge financière, mais que nous estimons minime par rapport aux dommages subis. Et pour ceux qui ne sont plus là, il y a que c'est encore plus grave parce qu'ils ont leur famille, il y a les enfants à scolariser. Et nous pensons qu'il faut que le gouvernement prenne vraiment des dispositions pour une prise en charge totale des victimes du terrorisme. Parce que lorsque nous rencontrons certains camarades qui ont été traumatisés, on sent qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de prise en charge psychosociale, alors que dans pareilles circonstances, il faut vraiment un soutien pour que l'intéressé puisse retrouver ses esprits et continuer à vivre normalement dans la société. Donc, on enregistre des assassinats de personnel de l'éducation, des enlèvements. La dernière en date est celle d'un collègue de la région de l'Est, dont on est sans nouvelles jusqu'à ce jour. Plus de 4000 écoles fermées, des centaines de milliers d'élèves désormais hors des classes. Ainsi, la période des examens scolaires nationaux qui s'annonce est toute chargée d'appréhension.